Bonjour, bienvenue à cette web télé du groupe Point Vision. Je suis Philippe Leduc, médecin journaliste, et je vais animer les débats de cette convention avec les dirigeants du groupe. Aujourd'hui, le 17 mars 2021, un an après, jour pour jour, le début du confinement, nous allons parler bien sûr de la gestion de la crise par le groupe et aussi des réussites de l'année passée. Puis nous aborderons les projets pour 2021 et enfin les nouveautés de GIE seront présentées et discutées. Sans oublier un temps à propos du livre de François Pellen, Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer, le temps du médecin entrepreneur. Nous terminerons par un temps d'échange avec vous et vous pouvez poser vos questions dès à présent par SMS au 06 44 63 38 74 ou via la plateforme de Point Vision. Alors nous allons commencer par introduire cette convention avec François Pellen. Vous êtes cofondateur de Point Vision et Antoine Héral, président du directoire. Alors Antoine, pourquoi cette convention ? Alors bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette web TV, c'est de partager tous ensemble, à la fois dans les centres et au GIE, le projet de Point Vision. Alors comme vous le savez Philippe, en fait le projet de Point Vision, c'est un projet médical qui consiste à offrir dans des délais courts, partout en France, une offre médicale de qualité, de la lunette aux surspécialités. Comme vous le savez tous, l'année 2020 a été compliquée avec le Covid. Ça ne nous a pas empêché de faire des progrès significatifs vers la réalisation de cette mission et ensuite de préparer un certain nombre de projets pour 2021. Et cette Web TV, c'est l'occasion de parler à la fois de 2020 et en même temps de se projeter avec des projets ambitieux sur 2021. Alors François Pellen, l'année 2020 sera très particulière. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça n'a pas été trop dur ? Et cette convention permet de se repositionner sur l'avenir ? Alors oui, l'année 2020, pour moi, elle a été exceptionnelle. C'est l'année la plus marquante de ma vie et je pense que pour tous, c'est la même chose. Mais ce que je voudrais signaler, c'est qu'en effet, il y a un an, pour nous, tout d'un coup, tout s'arrêtait. Tout le monde se retrouvait sans un patient. Pour vous et pour tous les Français. Oui, mais pour la santé, on pouvait penser que ça allait continuer un peu. Ben non, on avait 3-4 patients par jour dans chaque centre, au lieu de 300. Et donc, c'était un véritable tremblement de terre. Ouais. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que très, très vite, les équipes Point Vision ont su s'adapter, ont su faire respecter les normes sanitaires les plus rigoureuses et reprendre, à la sortie du premier confinement, une activité qui n'a plus cessé. Puisque au deuxième confinement, les médecins ont eu le droit de consulter et on peut penser que ce droit restera valide. On a même le droit, après le couvre-feu, de consulter. Et les équipes Point Vision ont été vraiment à la hauteur. Moi, je suis admiratif parce que ça a quand même les mesures de distanciation et de précaution sur lesquelles on reviendra, bien sûr, sont très strictes et les équipes ont réussi à s'adapter sans transiger sur la qualité avec une vitesse considérable. Et moi, j'admire et je tiens à féliciter vous tous qui nous regardez aujourd'hui parce que cette année, elle a peut-être été exceptionnelle, mais vous avez été exceptionnel aussi. Et il y a eu une diminution de l'activité globalement sur l'année, comme dans les autres spécialités médicales ou pas ? Alors, il y a eu une diminution de 97% pendant 2 mois. Ouais. Et puis, ensuite, on a repris une activité pendant l'été très proche de la normale. Et depuis, assez normale dans beaucoup de nos centres, avec une particularité pour Paris et la Défense, puisque tout le monde est en télétravail dans les grandes entreprises et qu'il n'y a plus personne dans Paris, et que de ce fait-là, ces centres-là sont un petit peu plus calmes que les autres, mais les autres fonctionnent tous à un niveau tout à fait normal, et on est au service des patients tous les jours, dans de très bonnes conditions, grâce à vous tous. Et donc, Antoine, c'était le moment maintenant de faire cette rencontre avec l'ensemble des collaborateurs de Point Vision. Ça vous paraissait important ? Tout à fait, parce que comme vous allez le découvrir tout à l'heure, il y a plein d'innovations, plein de projets.
qui donne vraiment envie. Et je pense que chacun d'entre vous, dans les centres et au GIE, sont concernés par ce qu'on va présenter. Et pour moi, c'est enthousiasmant. Alors, on va organiser plusieurs tables rondes. On va commencer par une première table ronde sur justement la gestion au quotidien de la crise. Retour sur 2020, comment la crise a été gérée, quelles ont été les mesures sanitaires, ou plutôt comment vous avez réussi à mettre en place ces mesures sanitaires. On va commencer avec vous, Raphaël Schnitzer, vous êtes, donc, je le rappelle, cofondateur et directeur juridique et des ressources humaines. Donc, est-ce que ça a été difficile de mettre en place ces mesures sanitaires? Comment ça s'est passé? Alors déjà, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'aimerais me joindre aussi à François pour remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont fait preuve d'une adaptabilité et d'une réactivité remarquable. Effectivement, nous avons mis en place un certain nombre de mesures sanitaires, tant au niveau de la prise de rendez-vous que dans l'organisation des soins et dans le parcours patient, l'organisation du travail aussi. L'ensemble des mesures ont été rappelées régulièrement. On a mis bien sûr les affichages réglementaires. On suit les recommandations du gouvernement, on fait une veille réglementaire quotidienne, ça se passe très très bien. Vous n'avez pas de difficulté pour toutes ces mesures qui étaient assez contraignantes quand même, non? C'est évident qu'il a fallu faire preuve, il a fallu s'adapter, il a fallu faire preuve d'adaptation, d'agilité, j'ai envie de dire. Et vraiment, je remercie l'ensemble des collaborateurs, également au niveau du siège, puisque même si on met en place beaucoup de télétravail, les gens du siège aussi... on doit respecter l'ensemble de ces mesures, c'est très important. Et ils savent que je les ennuie régulièrement pour leur rappeler le port du masque sur la bouche, le nez, la distanciation. C'est pareil dans les centres, il y a les bornes de gel hydroalcoolique. Tout le monde joue le jeu et c'est formidable. Et c'est surtout pour préserver la sécurité et la sérénité, la tranquillité de tous, vraiment. Et il a fallu adapter les plannings, gérer les flux, tout ça s'est mis très rapidement en place. Disons que là encore... il y a eu un travail d'équipe qui s'est vraiment mis en place. Les opérations ont fait un travail formidable, tant sur la fourniture des équipements de protection individuelle. On a réussi à livrer les centres dans des délais finalement assez courts et de façon à ce que à aucun moment, il y ait un quelconque risque qui soit... Donc le problème des masques, pour vous, vous ne l'avez pas trop connu, dont on a tant parlé en l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu une gestion de la fourniture des masques, et là je félicite vraiment la direction des opérations et Nicolas Charmet, qui a vraiment réussi avec l'ensemble de ses équipes à assurer les livraisons dans les délais. Et ça a permis à tout le monde et à l'ensemble des collaborateurs de travailler dans des conditions de sécurité pour la préservation de la santé. Alors justement, Nicolas Charmet, vous êtes directeur des opérations et vous avez apporté, vous avez réfléchi à apporter un soutien aux patients. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que les patients étaient inquiets? Est-ce qu'ils sont revenus très rapidement ou est-ce qu'ils étaient un peu méfiants de se dire on va aller dans un endroit où il risque d'y avoir du Covid? Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Effectivement, notre souci, c'était de maintenir en conditions opérationnelles, dans le bon respect de toutes les dispositions sanitaires, l'accueil le plus performant, de qualité, tant pour rassurer les patients que pour rassurer nos collaborateurs. Donc je reviens sur ce que disait Raphaël. On a tâché de réduire le flux, de réduire les effets de masse dans les centres, en accord avec chacun des chefs de centre. On a mieux fléché les parcours patients, on a réduit le nombre de places assises, on a enlevé tous les éléments de contamination potentiels, pour que les patients puissent être accueillis dans les meilleures conditions, et ils nous le rendent bien parce qu'on a un indice de satisfaction de nos patients qui a continué à progresser en 2020 malgré la crise. Et ça, c'est, je tire un grand coup de chapeau. On le voit là, il passe à 7,4, il arrive à 7,4 en 2001, une forte progression quand même. Alors c'est un peu étonnant quand même, comment vous l'expliquez? Ça s'explique par la qualité du travail réalisé par tous, que ce soit dans les centres, des secrétaires médicales aux orthoptistes, aux médecins. Ça s'explique également par l'accompagnement du GIE. Donc c'est un vrai travail d'équipe qui a rassuré nos patients. Donc les patients ont vu que vous faisiez un effort pour justement faciliter les flux, la diminution d'un risque de contamination, etc. Exactement. Voilà. Et donc ils sont contents. Ils sont ravis, ils continuent à nous faire confiance et on espère que cela continuera, il n'y a pas de raison. Alors, il y a eu aussi une innovation en 2020. François Pellen, c'est la téléconsultation, un sujet qui vous est cher. Vous avez développé la téléconsultation. Alors, en ophtalmologie, c'est pas tout à fait facile, j'imagine, la téléconsultation. Alors, en effet, c'était de la téléconsultation de guerre. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents.
les masques, même s'ils ont été partout au bon moment dans tous les centres, c'était pas facile du tout. On était comme les autres, c'est-à-dire des masques qu'il fallait aller chercher sur les tarmacs. Il n'a pas été dit que ça a été facile, mais vous en avez eu apparemment. On a vécu des moments forts, et Nicolas en fait pas état, mais ça a été quelque chose d'assez chaud. Hein. Ouais. Et deuxièmement, je pense que si on voit que la satisfaction des patients monte, c'est qu'ils nous sont très reconnaissants d'avoir maintenu une activité presque normale dans des temps qu'ils comprennent difficiles. Voilà. Alors la téléconsultation de guerre, ça veut dire quoi la téléconsultation de guerre? La téléconsultation de guerre, ça veut dire que dans une spécialité comme la nôtre, où on est évidemment contraint par des machines, beaucoup de machines, beaucoup de dosages, beaucoup de mesures, qu'on ne peut évidemment pas faire en téléconsultation quand le patient est dans son salon, parce qu'il n'a pas ces machines-là chez lui, ou alors c'est qu'il est quand même très spécial. Ou alors il est ophtalmo. Alors il est ophtalmo. Et donc, on ne pouvait faire qu'un nombre limité de choses. Alors d'abord, il faut savoir que c'était les instructions gouvernementales étaient de proposer de la téléconsultation. Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment on le faisait, ou est-ce qu'on le faisait. Et puis, en 8 jours, on a monté ça avec une société qui s'appelle CARE. Et 40 de nos chefs de centre ont fait de la téléconsultation pendant les 2 mois où on pouvait quasiment pas faire d'autres choses. Donc tous les centres, alors, on fait de la téléconsultation. Dans tous les centres. Oui. Mais il y avait un relais d'un médecin à l'autre. C'était pas tous les médecins le médecin d'un centre qui prenait forcément les patients de la région. Et on a pu rassurer. Parce que quand on dit qu'on annule 40% ou 100% des opérations, ça a l'air très simple comme ça. Mais le patient, à qui on avait expliqué que c'était très important d'opérer, lui, il est hyper inquiet. Il se dit, est-ce que si c'est retardé de 6 mois, ça va être grave pour moi, etc. Donc, il y a besoin de rassurer, il y a besoin d'expliquer qu'une cataracte, elle ne va pas s'aggraver tellement que ça va être plus compliqué à opérer 3 mois après. Deuxièmement, il y avait des patients, par exemple des antiglaucomateux, des glaucomateux, qui avaient besoin d'ordonnances qui n'étaient plus valides. Mais vous ne pouvez pas faire des pressions oculaires en téléconsultation. Mais on pouvait faire une ordonnance électronique et leur permettre d'acheter leurs médicaments en pharmacie au lieu d'arrêter le traitement, ce qui aurait été beaucoup plus néfaste pour lui. Et puis, la chose la plus importante, c'est que surtout au premier confinement, on continue à faire cette téléconsultation parce que les autorités nous y incitent. Mais à la première consultation, les gens avaient tellement peur qu'il y avait des gens qui avaient des urgences absolues en ophtalmologie, comme par exemple des décollements de rétine, et qui ne sortaient pas de chez eux parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital, aux urgences. Et là, on a réussi à les faire sortir de chez eux en leur expliquant que c'était très important. Alors, ils pouvaient faire une étape par nos centres, mais évidemment, il fallait qu'ils soient pris en charge en milieu hospitalier pour gérer l'urgence. Et bien, ces choses-là, si on ne l'avait pas fait, et ben, ces gens-là n'auraient pas été pris. Et vous pensez que ça va continuer, enfin, différemment, peut-être plus calmement, sans que ça soit la guerre, maintenant que... Alors, les autorités ont appris, elles ont compris que interdire les consultations, ça avait été une grave erreur, parce que ça faisait qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas été pris en charge. Et donc, depuis le deuxième confinement, il n'y a plus d'interruption des consultations. Et on ne pense pas que, même si des décisions sont prises demain, elles iront dans ce sens-là. On va continuer à consulter. Et évidemment, du coup, la téléconsultation est moins importante. Mais elle le reste parce qu'il y a quand même des gens qui sont bloqués chez eux. Il y a des personnes âgées qui ont peur de sortir, qui ne vont pas aller en consultation. Si elles ont un glaucome, il faut bien renouveler leur ordonnance. Et il y avait une prise en charge à 100% des consultations 100%, chez vous aussi, comme ailleurs. Bien sûr. D'accord. Voilà. Et donc même si c'est une consultation très dégradée, c'est quand même, dans un certain nombre de cas, quelque chose qui apporte aux patients.
D'accord. Alors, Patrice Pousse, vous êtes cofondateur aussi et vous êtes directeur du développement. Vous avez continué à ouvrir des centres et il a fallu recruter. Comment ça s'est passé dans cette période particulière? Ça ne s'est pas passé exactement comme nous l'avions prévu. Mais nous avons exactement? Non. Pas exactement. Ah, pas exactement, oui. Mais nous avons quand même réussi à ouvrir 5 centres. Le premier a été Valence en février, qui a dû fermer malheureusement 3 semaines après. Et après, nous avons continué d'ouvrir Bourgoin, Valenciennes, Orléans et Paris-Aix-en-Provence. Donc 5 ouvertures, donc de bonnes ouvertures, même dans des conditions difficiles. Et en termes de recrutement, je vais vous donner 3 chiffres qui sont assez marquants. Donc le premier, nous avons recruté 40 médecins, à peu près 10 libéraux et 30 salariés, une centaine de secrétaires et 130 orthoptistes. Donc c'est quand même une bonne année, dans un contexte quand même qui est difficile. Voilà. Et on va voir une vidéo. Alors là, je vous propose de voir en vidéo les ouvertures des nouveaux centres. Nous allons maintenant aborder la table ronde sur les grands projets pour 2021. Et je vous rappelle que vous posez des questions, vous pouvez poser des questions par SMS au 06 44 63 38 74 ou sur la plateforme Point Vision. Nous aurons un temps d'échange à la fin de cette convention vers 18h05. On va commencer donc sur les grands projets pour 2021 avec François Pellen. Le projet médical de Point Vision s'enrichit et vous voulez mettre en place des PAO. Alors on va dire ce que c'est que les PAO, tout le monde le sait j'imagine. C'est des postes avancés en ophtalmologie. Alors pourquoi, comment et quand? Alors, la première chose, c'est que pendant bientôt 10 ans, on a ouvert des grands centres qui ont permis de couvrir les besoins de la population dans des grandes agglomérations essentiellement, et en tout cas dans des bassins de population assez importants. Et puis, vous le savez, il y a toute une partie de la population qui se trouve dans ce qu'on appelle maintenant des déserts médicaux. On a vu que sur la carte de France, Guéret, autour de Guéret, le centre de la France, il n'y a pas de centre. Oui, voilà, exactement. Guéret égale PAO. Et donc, on a la volonté de trouver des solutions pour les déserts médicaux, ou en tout cas pour des villes de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, où on ne peut pas forcément mettre un grand centre Point Vision. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'avoir des structures post-avancées reliées à un grand centre, dans lesquelles il y a un orthoptiste, mais pas en permanence, et une secrétaire, et pas en permanence. Il faut insister sur le rôle des secrétaires médicales qui est fondamental. Voilà. Et en tout cas, il n'y a pas d'ophtalmo. Alors, c'est pas qu'il n'est pas fondamental, c'est que... Il y a un orthoptiste et... Il y a un orthoptiste, ou une orthoptiste, une assistante secrétaire médicale. Et une assistante secrétaire médicale. Et le médecin est en téléconsultation. Ça veut dire que toute la pré-consultation telle qu'on l'a fait dans nos centres est faite comme habituellement, qu'après les données sont envoyées par télétransportées jusqu'au médecin, oui. Et le médecin, une fois qu'il a pris connaissance des données,
entre en téléconsultation, en vidéoconférence avec le patient. Donc ça, c'est en direct, c'est en simultané, tout ça se fait... Voilà, et remboursé par la Sécurité sociale, parce que ça correspond presque complètement aux impératifs de la Sécurité sociale pour rembourser la téléconsultation, mais pas tout à fait. Et alors, nous avons décidé, avec la CNAM, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, de monter une expérimentation à Saint-Quentin. Dans le cadre de fameux article 51 ou pas? Non. Alors non. Voilà. Ça a failli, mais finalement, c'est dans un schéma plus simple qui concerne la CNAM, parce que ce n'est pas dérogatoire sur le plan tarifaire, c'est dérogatoire dans certaines organisations. Et nous allons commencer en mai l'expérimentation à Saint-Quentin du premier poste avancé en ophtalmologie qui sera relié au centre de Lille. Et dans ce centre post-avancé, les orthoptistes pourront faire leur travail comme ils le font d'habitude et le médecin fera la téléconsultation et quand il y a besoin, il y a 2 propositions possibles, même 3, soit on trouve quelque chose qui mérite plus d'investigation, soit on propose un rendez-vous dans le grand centre à Lille, où il y a évidemment plus de matériel et plus de moyens, on lui propose un rendez-vous, mais il n'y va pas pour une ordonnance de lunettes, il y va pour approfondir un problème de santé. Soit il veut aller chez un autre ophtalmo, et à ce moment-là, on fait une lettre à l'ophtalmologiste. Soit il ne peut pas se déplacer, la Sécurité sociale a beaucoup insisté sur ce point, et à ce moment-là, il y a un médecin de Lille qui ira à Saint-Quentin une fois tous les 15 jours pour voir les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Mais il a le matériel à Saint-Quentin? Il y aura le matériel nécessaire en présence d'un médecin, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent se faire qu'en présence d'un médecin. Et puis il y a un dernier cas de figure, c'est évidemment si on trouve une urgence, à ce moment-là, on fera comme on le fait dans un centre classique, c'est-à-dire qu'on prendra en charge le patient pour qu'il soit pris en charge en milieu d'urgence, la plupart du temps hospitalier. D'accord. Et ces PAO, ça ne sera pas ouvert toute la journée? Enfin, ça va dépendre. Ça sera ouvert toute la journée. Ah oui, toute la journée. Et dans un local... Mais ils ne feront pas en permanence des téléconsultations. Il y aura des orthoptistes qui renouvelleront des ordonnances dans le cadre d'une ordonnance valide, comme un récent décret leur permet. Il y a ce qu'on appelle le RNM, qui est de la téléexpertise, qui est déjà codifié, et c'est la même chose, sauf que le médecin n'est pas en visioconférence, il traite le dossier a posteriori dans les 8 jours et il envoie les papiers aux patients. Les orthoptistes pourront faire aussi de la rééducation orthoptique et tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, certains jours, il y aura les fameuses téléconsultations. Et puis, il y aura le jour où le médecin viendra. Vous faites cette expérimentation qui va durer combien de temps? 1 an. 1 an, et vous attendez un an. Et après, on fait des petits bébés partout. Voilà, vous attendez à Guéret. Vous attendez l'évaluation de cette expérimentation pour... et surtout, la Sécurité sociale l'attend aussi. Voilà. On l'attend de façon conjointe. On a un groupe d'experts qui suit cette expérimentation. C'est très sérieux. Voilà, il y a un cadre fixé. C'est une convention. Et alors, vous allez devoir recruter pour ça, recruter des orthoptistes, recruter des assistantes, et on va passer à la problématique des recrutements. Heureusement que je n'ai pas dit non. Parce que vous avez recruté, on l'a vu tout à l'heure, vous avez continué à recruter en 2020, vous allez recruter aussi, si j'ai bien compris, en 2021. Alors, Anne-Caroline Goissel, vous êtes responsable recrutement orthoptiste et secrétaire médical. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile de recruter? Est-ce que vous êtes attractif assez? Comment vous voyez les choses? Quels sont vos points forts, en fait? Alors, déjà, pour rebondir sur les PAO, ça va nous permettre... Déjà, on est dans la continuité du rapport IGAS qui demande à toute la filière visuelle d'agrandir le maillage au niveau du territoire. Et c'est ce qu'on va permettre en s'étendant dans ces endroits qui sont peu médicalisés par rapport à l'ophtalmologie. Et moi, du point de vue du recrutement, ça va me permettre de proposer aussi à des orthoptistes qui sont
déjà sur le terrain ou qui souhaitent s'installer dans des endroits un peu plus reculés, d'avoir 2 types d'activités au sein d'un même centre, c'est-à-dire pouvoir à la fois travailler avec des ophtalmologistes sur la partie pré-consultation, renouvellement, mais aussi développer leur propre patientèle dans le cadre de la rééducation, les bilans orthoptiques, etc. Ils pourront choisir leur statut, c'est-à-dire qu'ils pourront être soit libéraux et salariés, soit uniquement salariés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne proposait pas avant et qui, je pense, devrait plaire beaucoup aux orthoptistes. Et aujourd'hui, vous avez plus de salariés que de libéraux Aujourd'hui, on a exclusivement des salariés. D'accord, donc l'ouverture libérale est une possibilité voilà, c'était pas forcément la vocation initiale des orthoptistes de venir travailler en libéral, puisque l'idée pour nous, c'est vraiment de voir les patients qui ont des pathologies ophtalmologiques, et il y a déjà des orthoptistes sur le terrain pour le reste. D'accord. Mais là, on étend vraiment l'offre en proposant tout au plus près du patient. D'accord. Et les assistantes médicales aussi, vous en recrutez ? C'est tout récent, on ne recrute pas d'assistante médicale à ma connaissance, donc à voir. Secrétaire médical, vous dire. Ah, les secrétaires médicales. Oui. Ah oui, pardon, parce qu'il y a un nouveau statut aussi décidé par notre président. Assistants médicaux. Oui, bien sûr, on recrute des secrétaires médicales dans tous les centres et ça se passe très bien. D'accord. Alors, Patrice Poutz, vous devez faire face à cette dynamique. Nouveau centre, des centres de nouveau type, vous devez faire des formations. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites pour que ces ouvertures de centres se passent bien ? Ce n'est pas forcément évident. Alors, 2020, nous avons été un peu bloqués avec 5 ouvertures, comme je Mais disais tout à 5 ouvertures, c'est déjà pas mal quand même. Ça continue. Oui. Et là, dans 9 ouvertures au premier semestre 2021. Donc, 9 ouvertures, on accélère. Nous avons déjà ouvert 3 centres en février, 2 centres en février, Saint-Étienne et une extension de Nogent-sur-Marne. Aujourd'hui, nous avons ouvert notre 40e centre. Donc, c'est plutôt... Aujourd'hui, il est ouvert où ? Alors, je vais essayer de le prononcer correctement Muldosheim. Donc, en Alsace. En Alsace, donc c'est à côté de Strasbourg, avec Cédric Grasville, qui est le libéral chef de centre. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès. Et nous allons continuer donc, au premier semestre avec l'ouverture de Chalon-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, Oyonnax, Saint-Quentin, Tourville. Et on va faire aussi une extension de Bordeaux. Donc 6 nouvelles ouvertures au premier semestre et nous allons continuer. Je croise les doigts pour ouvrir dans une région où nous ne sommes pas du tout présents aujourd'hui, c'est en Bretagne. Donc j'ai une piste plutôt très bien avancée avec Rennes. À Brest, il n'y a pas de centre. Avec Rennes déjà. Donc si on peut ouvrir à Rennes, on sera très content. Donc voilà, plutôt une bonne dynamique d'ouverture avec des équipes qui nous rejoignent, donc des équipes très engagées. D'accord. Et Saint-Quentin, c'est pas le même que où vous allez Saint-Quentin, installer un PAO. Si, Saint-Quentin, c'est le même, je l'ai redit parce que c'est c'est important, ça. Donc, il faut le redire. Dans une ville, il peut y avoir un centre et un poste avancé. Non. Un poste avancé se trouvera à peu près à 40 minutes du centre principal, maximum. D'accord. Donc, vous parliez également de la formation, donc je vais rebondir sur la formation. Nous avons interrogé les orthoptistes l'année dernière pour savoir quels seraient leurs souhaits en termes de formation, en termes de besoins. Donc, on a récolté beaucoup de besoins des orthoptistes. Et pour mettre en place cette formation, donc formation professionnelle, nous avons recruté depuis le 1er mars Benoît Rousseau. Benoît, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un orthoptiste reconnu, qui a pas mal d'expérience, qui est prof à la fac, qui a fait du libéral et du salariat. Donc, Benoît en charge de mettre en place des modules de formation pour les orthoptistes des centres. Donc, le premier module, phase pilote, aura lieu le 24 avril. Donc nous allons demander au chef de centre en région à peu près 10 noms pour avoir des personnes qui testent ce module. Et quand il sera bien au point, nous allons déployer ces modules et nous en ferons à peu près 5 à 6 par an. Et c'est des modules en distanciel ou en présentiel, oui. Une journée par une journée, donc généralement le samedi. Donc ça sera géré dans le temps du travail de la formation professionnelle des collaborateurs à Paris, mais nous voulons aussi en faire en région. D'accord. Donc ça, on va le mettre en place dès fin avril. Et vous avez revu votre site aussi ?
Alors, nous avons retravaillé le site corporate. Est-ce qu'il fait, il présentait il est des... magnifique. Vous Non, mais avant, l'avez vu ou pas? Non, j'ai vu. Pas encore. Mais l'ancien était un peu vieillot non, ou pourquoi il y a 10 ans. Ouais. Voilà. 10 ans, comme ouais. nous, on a pris aussi 10 ans. Donc, Oui. Mais nous, on ne nous change pas. Nous, on ne nous change pas. Donc, On va remettre nous avons des revu le site. Donc, merci aux équipes. Et c'est quoi le rôle de ce site institutionnel? Donner plus de visibilité et surtout pour la partie recrutement, d'avoir des annonces avec des cartes interactives qui montrent à tous les collaborateurs, les médecins, les orthoptistes et les secrétaires, où nous avons des postes et pour qu'ils puissent postuler facilement. Donc, on a vraiment besoin de l'ensemble des collaborateurs des centres parce que l'année 2021 sera dense, beaucoup de recrutement. Moi, je crois vraiment à la cooptation. La cooptation, c'est-à-dire, voilà, vous trouvez les médecins, trouvez des confrères qui veulent travailler dans les centres. Idem pour les orthoptistes. Parlez-en autour de vous. Donc, je m'adresse vraiment aux collaborateurs. Parlez-en autour de vous. Faites venir vos copains, vos collègues, vos confrères, car je pense que c'est mieux pour les équipes de travailler avec des gens qu'on apprécie. Et ce site, c'est pour les collaborateurs, c'est pas pour les patients. Hein. Non, ce site est un site corporate ouvert à l'extérieur. D'accord. Pour que les personnes viennent travailler dans les centres. Donc, je vous propose de le voir en... Oui, on va regarder une vidéo. Vous voulez rajouter un mot? Oui, j'ai oublié. Attends, j'ai oublié deux centres, donc je veux que personne ne soit vexé. Ouverture, premier semestre, de Kroll et de Priva également. Voilà. Ah oui, ça méritait quand même, Priva, l'Ardèche. Et Guéret, non mais Guéret, c'est pour 2025. C'est ça, j'y travaille. 2025. Non, il y aura un PAO, si j'ai bien compris, dans un an à Guéret, enfin, on l'espère. Antoine Héral, sur le site, alors... Oui, il y a un point important, parce qu'en fait... Patrice et Anne-Caroline ont souligné en fait le grand nombre d'ouvertures qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on va ouvrir à peu près entre 9 et 11 centres cette année, et puis ça va s'accélérer avec les PAO dans les années à venir. Ça a des conséquences directes pour tout le monde. Premièrement, c'est des opportunités de mobilité pour certains dans les centres, des orthoptistes qui veulent aller dans des nouvelles villes, aller à Rennes, aller à Bordeaux ou ailleurs, enfin... Plus le réseau s'étend, plus ça offre des opportunités de mobilité, mais en même temps, ça déshabille parfois les centres. Et il faut recruter à peu près 200 personnes par an pour qu'il y ait des équipes médicales dans tous les centres. Et le digital a pris énormément d'importance. Et moi, je compte sur chacun des orthoptistes, des médecins, des secrétaires pour copier les liens du site dans leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Parce qu'il faut que les gens savent quelle est l'offre de Point Vision. Diffuser le plus largement possible. Oui. C'est un groupe et des centres sympas dans lesquels il y a une ambiance agréable pour venir travailler chez nous. Et là, vous intéressez aussi bien évidemment au site pour les patients. Alors pour les patients, en fait, il y a un gros agenda cette année aussi, puisque d'abord, on est en train de refondre tous les sites de prise de rendez-vous des centres. Et ça, chaque centre a son site de prise de rendez-vous. À peu près 6 rendez-vous sur 10 sont pris sur nos propres sites internet, pas sur Doctolib. Et en fait, on prévoit de lancer ça entre juillet et septembre
progressivement pour prendre aucun risque, bien sûr. Et on refait le tunnel de prise de rendez-vous et on crée un espace patient pour la première fois. Donc, dans l'espace patient, les patients pourront avoir leur ordonnance et également le compte-rendu. Et ça devrait quand même fluidifier les relations avec les patients parce qu'on a quand même pas mal de patients qui nous appellent pour avoir de nouveau, etc. Donc, ça devrait supprimer ou faciliter la communication avec les centres. Donc ça, c'était le premier projet tourné vers les patients. Et sur les patients, est-ce que vous êtes en lien avec le DMP, avec l'espace numérique des patients qui va être ouvert par les autorités, si je puis dire, au 1er janvier 2022 ? Alors, c'est un sujet très important pour nous, vous soulignez, qui est plutôt à peu près à 18-24 mois, parce qu'on est en train de travailler sur un nouveau logiciel métier. Et là, l'interfaçage avec le DMP sera critique, notamment pour récupérer en fait, les données de prescription des antidiabétiques ou des antiglaucomateux, et donc connaître, au moment où arrive le patient, en fait, quelle est sa consommation médicale. Donc il y a pas mal de choses à inventer. On est dessus, mais ce n'est pas l'objectif en 2021. D'accord. Et vous vouliez dire ? Oui, c'est-à-dire que pour les patients, bon, bien entendu, c'est la prise de rendez-vous pour les centres, mais on souhaite développer également la chirurgie réfractive, et on est en train de préparer en fait une initiative nationale avec le lancement d'une nouvelle marque. Ça va s'appeler la Clinique des yeux, donc très orientée chirurgie réfractive, et avec un nouveau site. Mais je dirais que ça, c'est un lancement qui va avoir lieu à peu près dans 2 mois. Mais la clinique des yeux, c'est un nouveau développement de Point Vision aussi. Tout à fait, puisqu'on souhaite développer les surspécialités, et toutes les surspécialités. Donc on commence par la chirurgie réfractive, ensuite suivra l'esthétique du regard, et puis surtout les spécialités orientées vers les pathologies dégénératives, la DMLA, la cataracte, etc. Mais on souhaite développer les surspécialités également. Et ça, c'est pour quand alors ? Alors, sur la chirurgie réfractive, c'est à très court terme. Dans les 2 mois, on espère lancer cette initiative sur le plan national. Et puis, viendront d'autres projets dans les 12 à 18 mois sur les autres surspécialités. D'accord, merci. On va passer au temps sur le livre de François Pellen. On va lui poser quelques questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions par SMS au 06 44 63 38 74. Maintenant, on va passer 10 minutes avec François Pellen à propos de son livre « Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer ». Dieu merci, c'est pas tout changer, presque tout changer. Le temps du médecin entrepreneur. Je l'ai lu. Il est intéressant parce qu'il mêle une expérience riche, la vôtre, de médecins, d'entrepreneurs, d'anciens de l'industrie pharmaceutique. Vous avez une vision sur le système de soins. Vous parlez évidemment de Point Vision. Mais pourquoi tout d'un coup vous êtes mis à écrire ce livre ? Vous avez commencé, vous dites, pendant les Gilets jaunes, vous avez fini pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que la période était assez riche. Est-ce que c'est le confinement qui vous a donné du temps pour écrire ce livre ? Alors, c'est quelque chose... 10 ans d'expérience de Point Vision, avec plus de côté novateur que je ne le pensais au début, vu les réactions qu'il y a eu dans la profession. Ça n'a pas été facile. Voilà, vous en parlez. Oui. Ça a été un peu chaud. Et ça marche. Et du coup, j'ai pensé que c'était intéressant, pas seulement pour l'ophtalmologie, mais bien sûr pour l'ophtalmologie, mais aussi pour toute la médecine libérale, de faire part de l'expérience et puis de donner quelques idées. Parce que moi, je considère que la médecine libérale, elle est quand même en danger. Alors, ce que vous dites, j'ai commencé au moment des Gilets jaunes, ce qui veut dire que vous avez commencé là où il y avait une difficulté de la France profonde, et vous voulez en quelque sorte, est-ce que vous voulez pas en quelque sorte rapprocher les médecins des patients là où ils sont ? Est-ce que c'était pas un peu ça aussi ? Vous savez, les Gilets jaunes, ils se plaignaient de beaucoup de choses, notamment des déserts médicaux, l'accès aux soins. Et donc, il faut avoir une réflexion. On ne peut pas dire... on va continuer comme ça, voilà. Il y a des délais longs, ben tant pis. Etc. Non, une profession, si elle veut perdurer, et
un type d'exercice de la médecine, s'il veut perdurer, il faut qu'il réponde aux besoins de la population. Alors, le grand débat du président de la République, le thème n'était pas mis dans le grand questionnaire, mais c'est la santé qui est ressortie en premier, l'accès aux soins. Exactement. Donc, alors après, on n'a pas trop su ce qu'il Non, disait, mais ça va bon, venir. il y a eu le virus qui est venu un peu perturber les choses. Et donc, vous, votre vision, c'est que le médecin devienne entrepreneur. Ma vision, et on le voit, et pourquoi j'ai réécrit le bouquin au moment de la crise, c'est qu'en fin de compte, la crise, elle a rendu ça évident. La médecine libérale, elle est restée l'arme au pied. Oui. Et elle y est presque encore. Oui, alors elle s'est plainte qu'on avait empêché de consulter dans les cabinets. Enfin, il y avait une sorte de sidération. Oui, mais alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Parce que c'est bien de se plaindre, mais il faut essayer de comprendre. Et j'ai constaté aussi que la crise précédente, qui n'était pas trop arrivée, mais qui aurait pu arriver avec Roselyne Bachelot et le H1N1, la même chose s'était passée, c'est-à-dire qu'on avait dit « Ah ben non, on ne prend pas les médecins généralistes, on fait les vaccinodromes, etc. » Et donc, il faut se demander pourquoi deux gouvernements quand même assez différents prennent la même décision de mettre la médecine libérale un peu de côté au moment où il y a une crise. Ben, c'est pas compliqué. Quand vous voulez harmoniser ce qui se passe à l'hôpital, vous faites une visioconférence avec tous les directeurs d'hôpitaux, tous les directeurs d'ARS dans l'après-midi, et puis vous dites on fait ça, on fait ça, on fait ça. Comment on réunit les 100 000 médecins libéraux? Comment? Ils sont tellement éparpillés qu'il n'y a pas de relais. Alors, il y a les syndicats, mais vous savez bien que les syndicats, il n'y a pas énormément de monde derrière et que le relais est faible. Alors, oui, mais tous ces organismes-là, ils ne peuvent pas agir en 24 heures pour mettre un plan d'action en place. Non, mais vous voulez que la médecine libérale s'organise, alors que la médecine libérale, le principe même, c'est que chacun est autonome, en quelque sorte. Eh bien, c'était vrai avant, et maintenant, ça n'est plus vrai. C'est ce que je dis, c'est que les médecins doivent et les paramédicaux doivent se regrouper. Alors, en médecine générale, comme il y a un besoin de proximité avec le patient, ça va être dans des maisons de santé pluridisciplinaires, mais dans les spécialités où la distance est un petit peu plus loin, parce qu'on ne va pas réveiller son ophtalmo à 3 heures du matin parce qu'on a cassé ses lunettes. Donc, dans les spécialités, de plus en plus, il y a du matériel, de plus en plus, il y a de la technique, de plus en plus, et vous voyez arriver la téléconsultation, la télémédecine, la téléexpertise, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des moyens énormes. Et le médecin qui est tout seul dans son exercice, il ne peut pas avoir tout ça. Donc, il faut qu'il se regroupe. Et quand il se regroupe, eh bien, quand on se regroupe, ça devient une entreprise libérale. Mais, un peu comme Point Vision, alors. Mais oui, c'est ce qu'a fait Point Vision. Vous pensez que les médecins sont prêts? Mais petit à petit, par la force des choses. C'est pas facile d'évoluer. Alors, c'est sûr qu'un médecin qui a 55 ans, il ne va pas tout révolutionner dans son cabinet pour les 10 ans qui restent. Mais les jeunes, oui. Et d'ailleurs, les jeunes, plus ça va, plus ils s'installent ensemble et puis ils montent ce genre de structure. Alors, François Paden, vous êtes sévère sur la formation qui est la même que celle que nous avons eue, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on parle de médecine, mais on ne parle pas d'organisation, de management, de psychologie. Il y a l'anglais, vous dites qu'il faudrait que chaque médecin apprenne à parler très très bien l'anglais. Non, moi je dis que l'anglais, c'est bon, ils s'y sont mis, parce que comme il faut publier... Voilà. Ils ont dit, tiens, ça, oui, il faut quand même le faire. Mais le management, alors là, pourquoi? Parce qu'évidemment, les hospitaliers, et je ne le critique pas, mais les hospitaliers, il y a une administration. Donc, pourquoi apprendre? Peut-être que ça serait bon quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a des chefs de service, des chefs de pôle. Sachant qu'il y a une administration qui le fait. Mais en ville... se regrouper, si on n'a jamais appris à manager, à recruter, à trouver des locaux, à acheter des machines, à faire vivre une équipe, eh ben, soit on l'apprend sur le tard, ou sur le tas, eh ben, ça serait mieux de l'apprendre pendant les études. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans les études de médecine. Zéro heure de cours de management. Donc une formation, mais ça mettra 10 ans, mais si on avait décidé ça en 2000, ça serait fait. Et alors, quel autre levier? En tout cas, pour rester sur la formation qui me tient beaucoup à cœur, nous, tous les médecins libéraux
chefs de centre qui rejoignent Point Vision ont une formation à HEC avec des modules et ils la suivent tous. Alors je ne dis pas que ce n'est pas un MBA, hein, mais ça leur donne le sens des choses et ça leur permet d'avoir une première approche un peu théorique de ce qu'ils vont vivre sur le plan pratique. Alors, dernier point au-delà de la formation, dernier point pour que cette révolution, ou en tout cas cette évolution, se fasse pour les libéraux. Comment faire en sorte qu'ils s'organisent mieux que... Après, il faut... Deuxième notion qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'un médecin standard, tout seul, il fait un petit tiers d'administratif, et il en fait de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de papiers. Comme partout. Il fait un tiers de technique. En ophtalmo, c'est l'acuité visuelle réfraction, la mesure de la tension oculaire, la photo du fond d'œil. Tout ça, ce sont des actes techniques qui peuvent être faits par un technicien, aussi bien que le médecin, voire mieux. Et puis, il y a une partie médicale. Et finalement, un médecin qui fait tout lui-même, il prend 30% de son temps à faire du médical, puis tout le reste, c'est pas du médical. Moi, j'allais chez mon ORL il y a quelque temps, et il me fait la carte vitale, le paiement carte bleue. Donc il faut y aller. Je lui dis, je lui dis, c'est bête, vaut mieux que ça soit fait par une assistante médicale. Il me dit, ouais, ça prend 2 minutes, 2-3 minutes. Ben oui, mais 2-3 minutes par 40 patients, ça fait qu'on passe 2 heures à faire de la carte vitale dans la journée. Donc votre proposition, c'est que vraiment le médecin que du médical. Voilà. Et justement, le sens de l'entreprise médicale, c'est que dans l'équipe, il y ait des secrétaires médicales qui sont, comme je le disais tout à l'heure, fondamentales et qui sont face au public, qui prennent toutes les insultes, c'est sympa. Elles ont une vie qui est pas facile et la formation pour elles, ça va justement être de dédramatiser la relation humaine. Et puis il y a les techniciens qui sont les orthoptistes qui font la partie technique et puis il y a si le médecin est dégagé des autres parties de ce travail, à ce moment-là, il peut voir plus de patients puisqu'il a plus de temps à consacrer au médical. C'est le sens aussi des assistantes médicales mis en place avec l'assurance maladie. Oui, merci François Pellen. Vraiment, il faut le lire parce que ça se lit facilement, agréablement, pas comme un roman policier. On l'a envoyé à tous les collaborateurs de la société. Ils l'ont tous lu alors. J'espère. Et on va passer à la table ronde suivante, la dernière table ronde, sur les nouveautés du GIE. On arrive à la troisième et dernière table ronde sur les nouveautés du GIE, de nouveautés 2021. Alors on va commencer avec vous, Corentin Viol, sur l'informatique. C'est un peu le nerf de la guerre, l'informatique. C'est important. Donc vous allez revoir le matériel, le parc informatique. Quels sont les objectifs? Comment ça va se passer? Quels étaient les besoins? En fait, nous, on a un rôle de garantir le fonctionnement fluide de l'informatique dans les centres. Donc on a établi un plan de migration de tout ce qui était système vieillissant dans les centres. Et puis on a travaillé centre par centre pour remplacer ce qu'il fallait remplacer. Donc on a notamment équipé les centres de fibre optique pour augmenter les débits d'accès sur la partie Internet. Dans les centres où les infrastructures serveurs étaient vieillissantes et plus assez bien dimensionnées pour supporter l'activité de centre et puis la croissance de la sollicitation informatique par les utilisateurs dans les centres. On a remplacé ces serveurs, on a pu remplacer les équipements de commutation réseau pour toujours ce besoin d'augmenter les performances. Et puis, de la même façon, on a remplacé les ordinateurs des utilisateurs pour les mêmes raisons. Donc en fait, on a réussi sur les centres où il y avait vraiment de la vétusté à retrouver un fonctionnement fluide et de la performance. On a un plan qui est toujours en cours puisqu'on continue d'intervenir dans les centres pour poursuivre ces remplacements. Et puis parallèlement à ça, on a travaillé sur de la modernisation de certains équipements. On est en train de redéployer toute la monétique pour généraliser tout ce qui est paiement sans contact. Et puis se débarrasser d'équipements qui servaient à l'encaissement
carte bancaire et qui était vétuste et plus maintenue par finalement les fabricants. Mais ça, la mise à jour du matériel informatique, c'est un mouvement éternel. Faut à chaque fois, enfin, ça change tellement vite. Là, il y avait un réel besoin d'accélérer ça cette année ou plutôt en 2021, vous allez passer un coup d'accélérateur? On a déjà commencé, on a démarré sur fin décembre, donc on a traité des centres comme Grenoble et puis on a commencé par celui-là pour se faire aussi la main et puis après on a enchaîné sur des centres sur Lyon, sur Marseille, Bordeaux. Il y a Toulouse qui est en cours de finalisation là aujourd'hui. Je crois qu'il a été terminé ce matin. Et puis il y a un plan en fait pour continuer sur d'autres centres où effectivement il y a du matériel qui est vétuste et où on a besoin en fait de retrouver de la fluidité, de la performance au niveau utilisateur. Je pense qu'il y a eu une période pendant laquelle Point Vision s'est développé. En fait, il y a eu des mises en place d'infrastructures, et puis ces infrastructures ont vieilli. Je dirais que les centres se sont développés, se sont staffés, avec probablement de nouveaux collaborateurs, des nouveaux box qui ont ouvert. La base de données Optix, qui est le logiciel ophtalmologique qu'on utilise, forcément, elle a grossi au fil des années. Et donc, les performances serveurs se sont dégradées. Et on a besoin en fait, de faire ce type d'opération pour effectivement retrouver de la perf. Et en plus, l'échange de données est de plus en plus important. Enfin, est-ce que la téléconsultation s'implique là-dedans? Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce qu'on échange des données dans tous les sens. Est-ce qu'il faut... vous avez dit que vous aviez mis la fibre optique. Est-ce que le challenge n'est pas élevé? Alors la téléconsultation, elle a été traitée via un système qui était externe à Point Vision, via une plateforme CARE. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on réfléchit sur les PAO à mettre en place des systèmes de téléconsultation, mais cette fois sur des plateformes internes Point Vision. Donc on a effectivement un projet avec un éditeur de solutions avec lequel on vient de signer une lettre d'intention pour justement travailler avec lui. Puis il y a des choses qui sont effectivement prévues d'être remplacées au niveau d'un système un peu plus large qui touche à la fois à la prise de rendez-vous, à la gestion des agendas, des ouvertures de créneaux de rendez-vous. Et effectivement, dedans, on va embarquer cette partie téléconsultation et une partie aussi checking automatique des patients dans les centres sur des bornes. On ne vous souhaite pas bon courage, parce que quand on souhaite bon courage à quelqu'un, ça veut dire que le défi est élevé, mais en tout cas, bonne continuation dans l'évolution du parc informatique. Richard Schnetzer, vous êtes, j'ai déjà dit, directeur juridique et des ressources humaines, et vous vous intéressez à la satisfaction des... C'est Raphaël Schnitzer. Alors vous m'avez renommé, je ne sais pas pourquoi, mais oui, parce que pour que tout le monde le sache, et vous êtes intéressé justement à la satisfaction des collaborateurs. Alors comment... oui, mon cher Philippe, je me suis effectivement intéressé. On sait l'ensemble du groupe. C'était votre mission, on vous a assigné. C'est vrai comme je suis en charge des ressources humaines pour l'ensemble du groupe, pour ça. Effectivement, on a le souci, pas seulement de la satisfaction des patients, mais aussi de celle des collaborateurs. Et effectivement, on les a sollicités au cours du mois de février. Et on a eu un grand nombre de... Déjà, je tiens à remercier tous les collaborateurs. Beaucoup ont participé, on a eu un grand nombre de retours, c'était très intéressant, c'était très instructif, on en retient beaucoup de leçons. Déjà, globalement, ils sont satisfaits, ce qui était très important. C'est ce que dit toujours un directeur des ressources humaines, non? Mais c'est normal, il faut bien... Mais c'est vrai, cette fois. Il faut bien que... Et vous avez des slides, hein, justement, regardez, on les passe là. Effectivement, vous voyez qu'on a... Alors, secrétariat. On les a interrogés sur différents thèmes, sur l'activité. En bleu, c'est quoi? Alors, c'est la satisfaction. Ah, ça va alors. Tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. C'est intéressant de voir que tout le monde est satisfait, ça fonctionne bien. On les interrogeait sur l'activité, sur les relations interprofessionnelles, sur l'ambiance, mais aussi avant tout sur leurs souhaits. Ça, c'est intéressant, puisque finalement, on voit qu'il y a une réelle envie, un engouement pour la formation, c'est très important. Et l'arrivée de Benoît Rousseau, effectivement, s'inscrit dans cette volonté de développer la formation. Et on y travaille, on essaye de faire justement reconnaître nos formations par les organismes. Là, on travaille, on a été datadocké, on va être sûrement d'ici peu agréé au GDPC, donc ça va permettre de rentrer dans la formation professionnelle continue. Parce qu'ils souhaitent beaucoup souhaitent énormément. Et ils ont raison. Plus de formation quand même. Et ils ont raison. Ouais. C'est important effectivement de ne pas rester statique dans sa profession, de
toujours apprendre, de toujours évoluer et d'apporter toujours beaucoup plus au service des patients. D'accord. Alors, Céline Rebel, vous êtes responsable région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et vous vous occupez de la formation et de l'accueil. Alors, comment ça se passe, l'accueil des nouveaux collaborateurs et la formation? Alors, déclinez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors là, ce que nous allons surtout réactiver sur cette année, c'est de relancer le challenge Visville, qu'on avait un peu laissé de côté courant 2020 pour les raisons qui sont évidentes. Donc nous allons relancer le challenge. Alors c'est quoi le challenge? C'est sur les notes de satisfaction de nos patients. Donc on change un petit peu de formule, ça ne sera pas uniquement Visville, mais également les notes Google. Donc on va faire un mix des deux. On fera ensuite un classement des groupes qui seront divisés en fonction de leurs notes, mix des deux, et qui récompensera le premier de chaque groupe tous les trimestres, à peu près. Donc nous recommencerons à partir du juillet 2021, en partant de la base de la situation actuelle, en sachant qu'il y aura 3 tiers en fonction du nombre de centres, et ils seront soit en vert, en fonction de la satisfaction, en jaune ou en rouge. Donc ça, c'est la satisfaction des patients que vous recueillez sur Google voilà, ou sur vos sites, c'est ça? Voilà. Et donc, c'est une sorte de notation des équipes? Tout à fait. Alors, pas des équipes, c'est global. C'est global, c'est par centre. C'est par centre, d'accord. Voilà. Tout à fait. Et quelles conclusions vous en tirez? Alors, décrivez-nous ce qu'on voit. Donc là, on voit le classement des centres. En vert, c'est les centres où on a les meilleures notes actuellement sur les notations Google et Visville. Ouais. Et donc, le premier de chaque groupe gagnera le challenge comme on faisait auparavant. Les secrétaires et les orthoptistes auront un bon d'achat de 30 €. D'accord. Donc, si on prend la base de la date actuelle, qui est la date étalon, ce qui apparaît à l'écran, en tête de groupe de toute la France, nous avons Valenciennes. Valenciennes, il y a un hôpital qui est très dynamique aussi, c'est peut-être pour ça. Alors, Valenciennes, très dynamique en santé, oui. Voilà, donc on a ensuite le centre de Grande-Synthe et le centre de Lens. D'accord. Donc, les 3 gagnants seront le premier du groupe France, et ensuite, ça sera le premier du groupe jaune qui passe en vert et du rouge qui passe en jaune. D'accord, bravo, bravo. Et vous occupez de l'accueil aussi? Je m'occupe aussi de l'accueil, effectivement, avec la formation des secrétaires. Et nous allons mettre en place également les petits flyers ou la petite affichette qu'on voit à l'écran pour motiver, dans les centres qui souhaitent le mettre en place, motiver nos patients à répondre à nos enquêtes ou à donner leurs avis sur Google, qu'on espère le plus positif possible, effectivement. Alors, Nicolas Charmet, je ne répéterai pas que vous êtes directeur des opérations, tout le monde le sait. Vous occupez de l'accueil aussi des nouveaux collaborateurs avec un pack qui est là sur le bureau de votre voisine? Exactement. On en parlait tout à l'heure avec Patrice, avec Anne-Caroline. Les embauches de nouveaux collaborateurs, quel que soit le métier, est essentiel. Et on a lancé on lance une Welcome Box qui sera offerte à chaque nouveau collaborateur en CDI, quel que soit le métier, quelle que soit la structure. On va la voir là sur le... Exactement. Avec Céline qui va nous présenter les quelques éléments qui sont à l'intérieur. La Welcome Box contiendra donc un sac, comment on appelle ça, Céline? Un petit tote. Nicolas Charnet, prenez là, on la verra mieux à l'écran. Hop, voilà, attention aux mesures... Est-ce que là, vous la voyez là? Voilà, on la voit. Merci Jean-Pierre. Le tote bag suivi d'un petit... Voilà. Donc on accueille tout le monde avec le tote bag suivi d'un petit calepin avec son crayon logoté aux couleurs Point Vision, groupe Point Vision, accompagné d'une petite clé USB, accompagné également d'un petit mug, tant pour le café que pour vos stylos. Et surtout, attention, un polo. On souhaite réellement avoir une adhésion collective au groupe Point Vision. Bon, on n'est pas obligé de venir travailler avec le polo. Non. Non, on peut aller courir. Exactement. C'est bien. Mais tant qu'on représente le groupe et on est fiers d'appartenir au groupe, c'est un petit peu notre ambition. Voilà. Et il va être distribué à partir de quand? Pour toutes les nouvelles arrivées d'ici 1 mois. Et l'idée, c'est également de le développer pour les personnes qui ont une certaine ancienneté, probablement à partir de 3 ans d'ancienneté. On souhaite également offrir un polo à tous les collaborateurs, quel que soit le métier, quelle que soit la structure, que soit le centre ou le siège. D'accord. Bravo. Voilà. D'autres choses sur la nouveauté du GIE 2021? Non? Il est important de porter le polo tous les jours qu'on vient ensemble, pour marquer son adhésion. Voilà, c'est bien. Mais écoutez, merci madame, merci messieurs. Merci. On va passer à la séquence des questions-réponses dans un instant.
arrive au terme de cette convention avec une séquence de questions-réponses, vos questions et les réponses de François Pellen et Antoine Héral. Alors, il y a une première question sur la formation. Manifestement, on l'a vu sur le diagramme tout à l'heure, ça intéresse beaucoup de gens. On nous demande comment pouvez-vous communiquer le programme de formation. Alors, où peut-on savoir ce qu'il y a comme séance de formation? Antoine Héral. Vous distinguez la formation des orthoptistes de la formation des secrétaires médicales. En fait, dans les enquêtes de satisfaction d'orthoptistes, oui, ce qui ressortait comme demande, c'était d'abord la réfraction et ensuite la contacto. Donc Benoît, comme le disait Patrice tout à l'heure, il y a un premier test qui sera fait aux alentours du 24 avril de mémoire, probablement sur la réfraction, pour les orthoptistes. Et pour les secrétaires médicales, le thème qui ressortait, c'était la gestion des patients difficiles. Et c'est d'autant plus important parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le Covid, certains patients étaient un peu plus difficiles à gérer. Donc, et là, soit ça se fera probablement sur mai-juin, mais la date n'est pas encore arrêtée de la première séance de formation pour les secrétaires. Et bien entendu, tout le monde ne pourra pas être concerné le premier jour en même temps, etc. Ça sera séquencé. Par contre, ça sera à chacun des collaborateurs, que ce soit secrétaire ou orthoptiste, de communiquer aux opérations pour savoir s'ils ont envie ou pas de participer. Mais est-ce que ces formations sont affichées sur le site? Là, on est en train de monter. Benoît Rousseau est arrivé... le fameux Benoît Rousseau. Est arrivé le 1er mars au sein du GIE. Il a une très, très grosse expérience de formateur, de professeur. Donc, nul doute que ça devrait être assez rapide. Mais il faut avoir en tête, premier test de formation... Point vision pour les orthos, 24 avril, mai-juin pour les secrétaires. D'accord. Alors, il faudra répondre plus rapidement parce qu'on a en fait beaucoup de questions. Peut-on craindre que les centres des grandes villes soient moins attractifs? François Pellen. Que quoi? Par rapport aux moins attractifs, en général, c'est à vous, c'est pas précisé. La demande des patients en ophtalmologie est quand même très importante. Donc, il n'y a pas de risque. Vous savez que les délais sont encore... assez long dans la profession, même si quand on arrive dans une ville, on diminue les délais de moitié. Enfin, il y a encore de Donc quoi pour vous, faire. il n'y a pas de risque, avec tout ce que vous faites, que vous soyez moins attractif, peut-être par rapport au PAO, comme vous disiez? Oui, peut-être par rapport au PAO, peut-être que la question entend aussi des centres de santé un peu biscornus qui se sont ouverts un peu partout comme des champignons. Et qui font l'objet d'articles de presse dans le Figaro. Il y a des enquêtes de la Sécu là-dessus. Est-ce que vous êtes soumis à ces enquêtes de l'assurance maladie? Alors, il y a une question là-dessus, justement. Oui, la réponse, c'est que les enquêtes qui sont menées actuellement sont sur les centres de santé et pas sur Point Vision. Mais c'est vrai que Point Vision a souffert d'un certain nombre de pratiques qui sont décrites dans ces articles ou qui ont été signalées dans le rapport charge et profit de la... Charge et produit. Produit, pardon. Profit, non. Ça, non, mais par contre... C'est un lapsus significatif. Par contre, ce qui est important par rapport au centre barbare, c'est de rappeler en fait que la responsabilité non seulement des médecins qui facturent la sécurité sociale, mais également en fait des orthoptistes qui participent à ça est engagée. Donc ça, c'est un point important. Ça nous a fait mal sur Paris. On voit bien que la sécurité sociale a mis un an et demi à traiter le sujet. Et on a commencé à voir, Raphaël nous le disait il y a quelques semaines, pas mal d'orthoptistes qui étaient partis dans ces centres, qui reviennent chez nous. Donc il y a un vrai signe sur le marché, mais pour moi, c'est un phénomène qui est temporaire. Il y a une vraie demande médicale et qui est en général mal servie dans les déserts médicaux. Il y a à peu près 20% des gens qui renoncent aux soins. D'accord, on va essayer de passer vite les questions parce qu'il y en a pas mal. Pourquoi les centres de Point Vision ne deviendraient pas des centres pour les examens complémentaires? Alors, les examens complémentaires, ça nécessite que des médecins soient correspondants. Et c'est vrai que Point Vision peut faire un peu peur à des médecins correspondants, de peur que le patient reste chez nous et ne revienne pas. Et donc, c'est quelque chose qui sera envisageable, mais pas dans un délai de cette année. Ou alors, ça serait une acquisition, ça peut toujours arriver. Alors, la question sur l'attractivité, c'était par rapport au Covid, précise la personne qui a posé cette question. Sur l'attractivité des centres en grande ville, c'était par rapport au Covid.
Oui, alors c'est peut-être la question est sur l'attractivité des grandes villes en elles-mêmes, puisque une partie de la population se dit qu'on sera mieux ce que vous disiez, c'est pour ça qu'on fait des PAO, pour aller les retrouver, les accompagner. Que c'est parti plus difficilement dans les grandes villes, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est surtout un phénomène parisien. À Paris, qui est une grande ville. Oui, qui est une grande ville, mais pourquoi Paris plus que Lyon ou Marseille ? Parce qu'à Paris, il y a la plupart des très grosses sociétés du CAC 40 qui font 100% de télétravail. Et donc, les collaborateurs ne viennent plus dans le centre de Paris. En plus, ces grands magasins sont fermés, tout est fermé. Quand est-ce qu'on fête les 5 ans ? Ça fait 10, alors les 5 ans, c'est passé. Oui, et c'est dommage parce qu'on a fêté les 5 ans. Voilà, alors cette personne... mais on sera heureux de fêter cette année. C'est une personne de Lille. Ah oui, alors ça, c'est 5 ans de Lille. Voilà. Alors on fêtera les 5 ans de Lille quand les chefs de centre, les libéraux de Lille décideront de le faire. On sera heureux de les accompagner. Alors, question importante, quid de la sécurité des données ? On a vu qu'il y avait pas mal de hackers, de rançonnage. Est-ce que vous êtes, on l'a vu, vous montez en gamme sur le numérique, est-ce que vous avez des systèmes de protection nickel ? Alors, en fait, on a des systèmes extrêmement renforcés. On est passé en fait chez CGDIM l'an dernier pour l'ensemble de l'hébergement de données de santé. Et même s'il y a eu des tentatives, c'est chez CGDIM, ça a été totalement sous contrôle et il n'y a pas de souci. D'accord. Et Corentin a mis pas mal également de logiciels de sécurité pour la communication interne. Mais le mot important, c'est hébergement de données de santé. C'est-à-dire que toutes nos données de santé sont chez des hébergeurs dont c'est le métier de conserver les données de santé. Alors, on arrive au terme, enfin, on va prendre encore une ou deux questions. Est-ce qu'on peut choisir la couleur du polo ? Ah, ça... Non, non. Non, parce que je ne sais pas si vous avez pu voir quel était le code couleur de Point Vision. Mais c'est un peu bleu, quand même. C'est pour ça, alors. Est-ce que vous pensez que le groupe Point Vision, à moyen et long terme, pourrait introduire d'autres spécialités médicales que l'ophtalmologie ? Alors, nous, on a pris le pari d'être ce qu'on appelle un pure player. C'est-à-dire que nous souhaitons être les meilleurs en ophtalmologie. Et notre intention n'est pas pour l'instant... Alors, dans mon bouquin, j'explique pourquoi on peut le faire dans d'autres spécialités, mais pour l'instant, nous avons plus d'attention à ouvrir des nouveaux centres en ophtalmologie, d'être toujours meilleur en ophtalmologie, de ne pas se faire dépasser par d'autres, d'être toujours innovant, comme avec les postes avancés. Et donc, notre spécificité, c'est l'ophtalmologie. D'accord. Donc, il y a beaucoup de questions, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Pourquoi avoir choisi le Nord et pas la télé. Et si, on est à la télé, non, mais chacun on a un horaire, la télé, 18h15. Il n'y a pas de programme derrière. Pourquoi avoir choisi le Nord ? La pub. Exactement. Pourquoi pas avoir choisi le Nord et pas une autre région pour le PAO, j'imagine ? Alors là, la réponse, elle est très précise. C'est la Sécurité sociale qui a fixé la région parce qu'elle avait une autre expérimentation dans une autre spécialité dans le Nord. Et donc, elle a souhaité pouvoir suivre les deux expérimentations dans la même région. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis assez sceptique sur la téléconsultation. Je vois pas mal d'hypermétropes de la cinquantaine avec des angles ici devenus étroits ou encore de personnes plus âgées avec des cataractes qui ferment l'angle irido-cornéen avec des PIO subnormales et légèrement élevés. Il est impossible de faire ces diagnostics de glaucome à angle étroit en train de passer à la chronicité sans lampe à fente. » D'abord, ces téléconsultations concernent essentiellement les porteurs de lunettes. Et c'est mieux qu'ils soient vus par ce biais-là par un ophtalmo que par un orthoptiste ou un médecin généraliste qui ne connaît pas l'ophtalmologie et qui va recopier une ordonnance. C'est pas pour tout, comme vous le disiez. Oui. Et il faut bien comprendre qu'il y a 3 niveaux de qualité dans une consultation. C'est ce que j'ai décrit à la Sécurité sociale. Il y a la téléexpertise, ce qu'on appelait tout à l'heure le RNM, le RNO. De médecin à médecin. Il y a la téléconsultation qui est mieux, parce que le contact avec le médecin existe ailleurs qu'avec du papier. Et il y a un 3e niveau qui est la consultation présentielle.
Et si la question est-ce que c'est pas mieux une consultation présentielle qu'une téléconsultation, je réponds si. Mais il faut se mettre à la place des gens qui n'ont rien. D'accord. Voilà. Donc le parcours de patient, il se fera peut-être en 2 temps dans le cas dont parlait la personne qui a posé la question. D'accord. Combien on va recruter de médecins en 2021 ? Bon, ça a été dit tout à l'heure, un peu comme en 2020. Alors, à peu près 60 à 80. D'accord. Vous ne parlez pas beaucoup des optométristes ? Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a chez vous quand même. Il y en a manifestement un qui dit on ne parle pas de moi. Alors, non, il ne dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Il faut savoir, on a beaucoup de respect pour les optométristes, l'optométrie, c'est un diplôme, mais ce n'est pas une profession. En France, l'optométrie n'est pas reconnue comme une profession. Donc, les personnes qui ont un diplôme d'optométrie et qui travaillent chez nous ont, sur leur feuille de paye, opticien. Voilà. Et nous avons des opticiens chez nous, en effet, dont certains ont un diplôme d'optométrie. D'accord. Il faut qu'on conclue. J'avais encore une question. Le partage de données entre centres, très rapidement, il faut qu'on conclue, vous direz un mot de conclusion. Le partage de données entre centres. Oui. Ça se fait. En fait, les serveurs, grâce à la fibre optique, en fait, les serveurs sont partagés, c'est-à-dire au sein d'une CELA, c'est un seul serveur. Si vous aviez un centre principal, des centres secondaires et des PAO, toutes les données vont au même endroit. C'est pour ça qu'on fait des investissements relativement importants dans l'infrastructure, dans les serveurs. Oui. D'accord. Alors Antoine, si je peux compléter, il y a un point qui est très important et qu'on traitera avec l'évolution des logiciels métiers. C'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais quand on va d'un gros centre point vision à un autre, on va de Paris et puis tout d'un coup, on habite à Bordeaux, on va à Bordeaux. Il n'y a pas le dossier de Paris. Et ça nécessite une gestion centralisée des bases de données. Pour l'instant, les bases de données sont centre par centre. Et quand on aura un logiciel qui permettra d'avoir une architecture en dessus, à ce moment-là, il pourra y avoir le partage des données d'un centre à l'autre. Sur le quand, même à peu près, patient, vous avez une vision dans les 2 ans qui viennent. D'accord. Il faut qu'on conclue, c'est vous qui allez conclure, d'un mot. D'accord. Très rapidement, ce que je voulais dire, moi, c'est d'abord remercier chacun d'entre vous dans les centres pour la qualité de votre activité au service des patients. Et on voit bien que la satisfaction des patients, c'est un combat de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité remettre en place le Challenge Withville qui concerne à la fois les secrétaires et les orthos. Ensuite, comme vous avez vu, les projets sont assez vastes sur l'année 2021 et concernent tout le monde. C'est-à-dire les orthos et les secrétaires ou les optométristes ont accès à de la formation, à eux de communiquer aux responsables des opérations s'ils souhaitent ou pas des formations, etc. De même, si, comme le réseau s'agrandit, ça offre des opportunités de mobilité. Donc là encore, il faut s'exprimer ou pas pour que ce soit fluide, entre guillemets. Et enfin, il y a également une responsabilité des chefs de centre qui ont l'opportunité de créer en fait, des postes avancés en ophtalmologie. Et là, bien entendu, même si on a une approche d'optimisation de la géolocalisation, par géolocalisation, leur avis est absolument capital pour savoir où est-ce qu'on doit placer des PAO. Et là, bien entendu, il faut qu'ils discutent avec l'équipe recrutement, l'équipe de Patrice, de développement, pour savoir où les mettre. Et ensuite, chacun, secrétaire, orthoptiste et chef de centre, médecins, salariés également, doivent participer à l'effort de recrutement par cooptation. Et je dois dire que l'ambiance dans les centres, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'il y a un vrai projet médical, mais il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans les centres. Donc, dans la communication, c'est extrêmement important. Et là, si chacun s'implique, la réussite de ce projet, ce n'est pas la réussite de GE, c'est la réussite de l'ensemble du groupe, de l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a besoin de l'engagement de chacun d'entre vous. Voilà, si merci. Alors, oui, mais alors un mot, parce qu'il était très long. Donc, mais je vais ajuster juste un mot. Puisque je suis le médecin sur ce plateau, vous aussi, je voudrais insister. Le pire n'est jamais sûr. C'est vrai, ça, je le dis souvent. Le pire n'arrive jamais. Et si, parfois, on va sortir de cette crise. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a des vaccins. Alors, je sais, AstraZeneca, tout ça, on le sait. Mais in fine, on va finir par être tous vaccinés.
Et en tout cas, j'encourage tous les collaborateurs de Point Vision qui le peuvent, et quand leur tour vient, les médecins peuvent tous se faire vacciner aujourd'hui. Donc j'encourage tous les collaborateurs de Point Vision à se faire vacciner, à encourager leurs patients à se faire vacciner, parce que c'est comme ça qu'on en sortira tous, Point Vision et le reste. Bravo, vous avez raison. Merci. Écoutez, bonne fin de journée et peut-être à l'année prochaine alors. Mais j'espère. Merci Philippe. Au revoir.